bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, on fera, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours via des articles que nous avons trouvés sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. Puis, avec Mathieu Driol, nous analyserons deux comos en particulier, donc le cacao et le café aujourd'hui. Et puis, pour finir, nous vous rediffuserons une interview du directeur général de Val-France, Laurent Vitose, avec qui nous reviendrons sur le moral des agriculteurs et également sur la qualité de la récolte attendue pour cet été. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Et juste avant, je vous propose, comme à notre habitude, de faire un détour par l'actualité de ces 15 derniers jours. Et la filière café-cacao ivoirienne et ghanéenne, les filières cacao et café ivoirienne et ghanéenne se sont résolument engagées pour un cacao durable au cours d'un atelier tenu les 24 et 25 mai dernier à Abidjan. L'objectif étant de mettre en place un dispositif national permettant d'assurer la production du cacao durable et traçable pour garantir la compétitivité sur les marchés internationaux et satisfaire aux exigences des consommateurs. L'Ukraine pourrait perdre plusieurs millions de tonnes de récoltes à cause des inondations causées par la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud du pays, a annoncé hier le ministère ukrainien de l'Agriculture. Sans source d'approvisionnement en eau, il est impossible de cultiver des légumes. Les céréales et les oléagineux seront cultivés selon un modèle extensif à faible rendement, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a également déclaré cette semaine que la destruction du barrage inonderait des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles dans le sud de l'Ukraine et pourrait transformer au moins 500 000 hectares de terres laissées sans irrigation en désert. Le ministère a déclaré que les terres inondées nécessiteraient une évaluation agroécologique complète de l'état du sol et que dans la plupart des cas, des méthodes spéciales de restauration des sols devraient être appliquées. Il a indiqué que les légumes, les melons, les céréales et les oléagineux étaient les principaux produits cultivés sur les terres touchées. Et vous l'avez certainement remarqué, mais les cours des céréales sont nettement remontés cette semaine. Les opérateurs de marché font face actuellement à deux risques majeurs qui les inquiètent. Un temps sec dans le nord de l'Europe et aux États-Unis en période de croissance des cultures et l'intensification des combats en Ukraine. En Ukraine, où deux événements géopolitiques d'ampleur ont fait vaciller les marchés financiers agricoles, la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, la gigantesque inondation suivie par l'interruption pour longtemps du système d'irrigation va dégrader les récoltes sur les terres riches de la région, mot qui s'ajoute au problème de déminage des champs, de destruction des matériels agricoles et des perturbations du calendrier des semis auxquels sont soumis les agriculteurs ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Le second fait majeur, c'est la destruction du pipeline Togliatti-Odessa qui transporte de l'ammoniac de la Russie vers l'Ukraine et pourrait être essentiel pour l'avenir de l'accord sur les céréales ukrainiennes. En effet, la Russie conditionne la remise en service du pipeline, qui était désactivé depuis février 2022, pour une prolongation de l'accord. Quant au risque climatique, il se matérialise aux États-Unis par la sécheresse qui touche 40% des zones clés de la Corn Belt. La détérioration de l'état des cultures pour le grain jaune a aussi pesé en faveur d'une remontée des cours, avec une proportion de maïs estimée en état moyen à très mauvais qui est passé de 31 à 36% selon le dernier rapport hebdomadaire de l'USDA, le ministère américain de l'agriculture. On va marquer une toute première pause dans ce Minimag de la lettre de l'acheteur et juste après nous retrouverons l'excellent Mathieu Driol qui va nous présenter ses comos du jour. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 9 juin 2023 du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais il est enfin l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Mathieu. On va commencer votre commo par le cacao qui semble très bien se porter. Cacao qui enchaîne des nouveaux plus hauts, des nouveaux records de façon très régulière ces dernières semaines. En fait, depuis la mi-2023 et la sortie par le haut d'un triangle symétrique et le franchissement d'une belle zone de résistance, les cours effectuent une succession de creux et de sommets ascendants de façon très dynamique. Alors, le mouvement haussier est régulier, il prend le temps de marquer des petites pauses intermédiaires
celle à 2166 et puis 2316 plus récemment, ce qui montre que le mouvement pour l'instant reste dynamique, il est bien construit, il est régulier, il y a des pauses intermédiaires. Tout se met en place gentiment pour une poursuite de la tendance. On n'a pas encore de signes de surachat, de tension dans ce mouvement haussier très régulier qui devrait se poursuivre en direction des résistances à 2514 et puis 2625 pour les semaines à venir. Un mouvement, ma foi, sans pause, régulier et a priori sans encore de phase de retournement probable. Oui, très clair, un mouvement haussier qui semble très propre, probablement soutenu par le fait que la Côte d'Ivoire est totalement inondée, donc du coup par la force des choses, les plantations de cacao ne sont plus efficaces, sont plus efficientes, et pareil, je crois que les annonces, les estimations de production mondiale sont revues à la baisse régulièrement, du coup par la force des choses, ça soutient les cours. Si jamais on a un scénario inverse, un scénario baissier, les cours iraient chercher quel niveau selon vous, Mathieu ? Alors, on a, comme je disais, deux niveaux de soutien intermédiaires, 2316 et 2166. Ça, ce sont des niveaux, on va dire, plus à court terme, qui, s'ils sont cassés, effectivement, peuvent provoquer une phase de consolidation intermédiaire, une phase de temporisation un petit peu plus longue, un petit peu comme celle que l'on a vécue en fin d'année 2022 par l'intermédiaire de ce triangle. Mais pour retourner la tendance de fond à moyen long terme, c'est le niveau aux alentours des 2000 euros, des 2000 qui nous semble être le plus pertinent, en fait, le point de départ de l'accélération haussière restante. Ok, très clair. Écoutez, merci Mathieu. On va poursuivre votre commo du jour par le café. Alors pareil, est-ce que le phénomène climatique El Niño, qui selon les météorologues, commence déjà à avoir des effets, et donc notamment induit des sécheresses considérables, pourrait impacter également donc les productions, les cultures de café. Est-ce que ce phénomène porte vers le haut les cours du café? Est-ce que c'est ce qu'on observe actuellement techniquement? Oui, tout à fait. Le mouvement haussier redémarré d'une certaine façon en début d'année 2023 se porte très très bien. Cette impulsion haussière en fait faisait suite à un retournement entamé en 2020 qui avait permis là aussi le déclenchement d'une très belle impulsion. Et l'année 2022, en fait, n'a fait que consolider cette impulsion qui reprend maintenant, avec là aussi des accélérations haussières très très nettes, des phases de pause intermédiaires, alors pas très profondes, mais en tout cas qui permettent de définir des niveaux extrêmement pertinents, tout simplement comme 2384. C'était quoi ? C'était le sommet de 2022 qui est devenu support. On a donc en plus des phases de polarité, et lorsqu'on a des phases de polarité en analyse technique, c'est que généralement on est en tendance, et donc ici, mécaniquement une tendance haussière. La cible naturelle, c'est de reporter la précédente jambe de hausse au partir du point bas de la consolidation, les deux flèches bleues, ça enverrait les cours aux alentours des 3000, 3030 si je veux être précis. Donc a priori, tant que 2384 reste soutien, il n'y a pas de possibilité de retournement, et un mouvement aussi qui devrait se poursuivre avec une résistance intermédiaire à 2750 et vers 3000. En tout cas, là aussi, on est un petit peu dans le même type de configuration, café, cacao, c'est le petit déjeuner qui grimpe. Qui booste bien. Du coup, par principe, je vous pose la question, mais j'imagine que comme on est sur un des principes des phénomènes de polarité, les anciennes résistances deviennent également support. Du coup, par la force des choses, si les cours devaient refluer, ce sont les niveaux qu'il faudrait avoir en tête. Oui, c'est ça, mais de 2384, en fait, c'est maintenant devenu un niveau clé. Tant qu'on est au-dessus, on peut marquer une pause, on n'est pas obligé d'accélérer immédiatement. On n'est pas dans l'immédiateté, bien au contraire. Mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, je n'ai aucun signe de retournement envisageable. Je suis vraiment sur une lecture haussière, ma foi, plutôt dynamique. Donc, si je comprends bien, Mathieu, notre petit déjeuner va nous coûter de plus en plus cher. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et qu'on vous retrouve notamment tous les 15 jours chez nous pour une analyse technique de matières premières agricoles. Aujourd'hui, cacao et café, les deux cours toujours très bien orientés.
Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais il est l'heure de recevoir sur notre plateau Laurent Vitose. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent Vitose, vous êtes directeur général de la coopérative agricole Val-France. En introduction, Monsieur Vitose, j'aimerais connaître le moral des investisseurs, puisqu'ils font des agriculteurs. Des agriculteurs, excusez-moi. Le moral qui sont aussi des investisseurs. Qui sont aussi des investisseurs, comme on l'a vu juste avant avec Bernard Pratt-Desclaux. Mais effectivement, le moral des agriculteurs, qui pourrait être, selon moi, impacté par les aléas climatiques qui touchent la France actuellement, la situation économique qui ne s'embellit pas, la réforme des retraites qui impacte négativement je dirais, la pénibilité, qui rajoute un peu de pénibilité au travail déjà pénible des agriculteurs, les rapports tendus avec la grande distribution. Du coup, quel est le moral actuellement des agriculteurs, de vos agriculteurs, Monsieur Vitose? Alors, vaste question tout ça. Hein. Alors, bon, on va pas refaire ici le débat des retraites, mais ce qu'il faut savoir, et vous l'avez dit, agriculteurs, d'abord, il y a différents types, quand on parle d'agriculteurs, là, moi, je ne parle que d'agriculteurs, de producteurs céréaliers. Val-France est une coopérative céréalière, donc je n'ai pas la prétention de parler au nom des éleveurs, des laitiers et de tous les... voilà. Donc, mais globalement, vous l'avez dit, agriculteur, quel que soit le type d'agriculture, c'est un métier qui est compliqué, qui est pénible, qui est usant. On vit au rythme des moissons, de la climatologie, donc l'impact de la réforme des retraites, c'est clair qu'elle n'est pas, comme l'ensemble de la population, elle est difficilement acceptable, parce qu'on parle de petites retraites chez les agriculteurs, hein, c'est catastrophique, c'est laborieux, donc on parle de travailler plus tard, avec une pénibilité que l'on connaît. Donc c'est sûr que je ne peux pas me faire porte-parole d'un agriculteur, parce que je ne suis pas moi-même agriculteur, mais quand je discute de ce sujet-là avec mon conseil d'administration, c'est compliqué. Effectivement, ce sont des facteurs qui influent forcément sur le moral des agriculteurs. On parle du moral des agriculteurs. Alors, encore une fois, je parle céréalier, je parle de ma région, parce que je n'ai pas la prétention. Vous le voyez dans la climatologie en France aujourd'hui, hein, entre le nord de la France et le sud de la France, la pluviométrie n'est pas la même. C'est ce que vous nous expliquez. Alors juste en off, hein, je suis totalement transparent, vous nous disiez que justement Val-France est plutôt positionné, et clairement positionné au nord de la Seine. On est au nord Seine, oui, tout à fait. Et justement, vous nous disiez que vous rencontriez pas vraiment de problématique de sécheresse, même c'est plutôt l'inverse. Alors on a eu dernièrement, on a été un peu béni des dieux, hein, par rapport au sud de la France, ou l'Espagne, ou le nord de l'Afrique, on a eu une pluviométrie qui était favorable. Excessive même peut-être. Alors excessive, je suis pas un expert hydrologue, donc d'ici à dire que les nappes phréatiques, parce qu'on parle beaucoup des nappes phréatiques et puis de l'eau de superficie, en tout cas en eau de superficie, pour les cultures actuelles qui vont être récoltées dans un mois, la situation est bonne. On n'aime jamais dire ça dans le monde de l'agriculture, parce qu'on a toujours peur que ça nous apporte par superstition. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le potentiel est là, et l'humidité a été bonne. Il nous manque un peu de luminosité et de température, mais globalement, par rapport à nos collègues du sud ou de la façade ouest de la France, vous êtes plutôt dans une bonne situation, une situation plutôt favorable. On va revenir justement sur la qualité de cette récolte. Oui, j'ai pas répondu par rapport au moral des troupes quand même. Hein. On sort de 2 années céréaliers, je parle des céréaliers, de 2 années qui ont été satisfaisantes. Exceptionnelles. Ce terme-là, les cours du blé ont atteint des plus hauts. Les cours du blé ont atteint des sommets, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les agriculteurs n'ont pas vendu au sommet, hein, c'est comme en bourse. Hein. Celui qui vous dit qu'il a vendu, qu'il a acheté au plus bas et qu'il a vendu au plus haut, il y en a un sur 200. Donc, mais globalement, les situations, hier, il y avait un congrès de la GPB à Paris, c'est l'association des producteurs de blé en France, hein, qui regroupait donc l'ensemble des producteurs de blé au niveau national. Il a été dit par le président Thirouin que, et heureusement qu'on a eu ces 2 années qui ont permis aux trésoreries de se renflouer un peu, donc qui remet un peu de baume au cœur, au moral des agriculteurs, parce que quand on voit toutes les contraintes, les normes, et les règles qui nous tombent dessus, etc., l'agribashing dont on parle depuis des années, ils avaient besoin quand même de ces niveaux de cours pour se renforcer, pour se renforcer. Et encore, on va dire ça. Donc on comprend, alors on l'a vu juste avant avec Bernard Pratt-Desclaux, on voit le cours du blé qui s'effondre littéralement. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi, quel va être l'impact éventuellement sur les prix aux consommateurs. Mais avant toute chose, vous parliez de normes, de certification. Val-France fin 2022, donc votre coopérative, la coopérative que vous dirigez,
a obtenu la certification AFNOR RSE. Pourquoi avez-vous engagé une telle démarche et comment avez-vous procédé pour obtenir cette certification? Alors, cette certification, la RSE, donc c'est 3 lettres qui vont prendre, et notamment dans la finance, je pense que vous devez régulièrement aborder le sujet, la finance verte va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Donc chez Valfrance, on n'est pas une coopérative de taille pour laquelle on est imposé de rentrer dans cette démarche-là. C'est une démarche qui est simple, qui est purement volontariste. D'accord, très bien. Donc c'est une démarche qui a été initiée il y a 4 ans chez Valfrance, mais le socle de la RSE chez Valfrance, en fait, c'est comme ce Jourdan de Molière. Tout le monde fait de la RSE sans le savoir, comme la prose sans le savoir. Donc on a simplement décidé et voulu passer à la vitesse supérieure et formaliser un peu plus toutes les actions que l'on faisait en termes de social, d'environnemental, voilà. Donc c'est le fruit du travail des collaborateurs avec le conseil d'administration. Et puis il était nécessaire pour nous de formaliser tous les efforts qui sont faits au quotidien par l'ensemble de vos adhérents, par l'ensemble des adhérents. Alors là, on parle vraiment coopérative. Mais c'est important pour nous de formaliser ça avec une certification AFNOR, avec un organisme nationalement reconnu. Et voilà. Donc c'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance. Et j'ai souvent tendance à dire, on est une des premières, ou voire la première coopérative de cette taille-là, à obtenir un niveau certification AFNOR confirmé. Donc c'est une fierté pour nous. Eh bien écoutez, vous avez bien raison d'être fier. Vous avez abordé en introduction très rapidement les conditions de la récolte qui devrait se faire, la récolte de cet été. Alors traditionnellement c'est plutôt juillet si j'ai bien compris. Oui. Potentiellement ça pourrait être juin cette année selon les conditions climatiques, à voir de toute façon. Oui. Quels sont les premiers tours que vous pouvez nous faire partager quant à la récolte de cet été, la qualité du blé, etc. On a tendance à dire, alors c'est toujours un peu sensible parce que les dernières semaines sont des semaines qui sont cruciales. Déterminantes. En 2016, pourquoi ça a été une catastrophe? C'est que tout allait très bien dans la plaine, sauf que les derniers mois ou les derniers 2 mois ont été catastrophiques en termes de pluviométrie et ça a ruiné la récolte. Mais à date aujourd'hui, on peut dire que le potentiel, encore une fois, je parle de ma zone. Oui, bien sûr, on est Nord-Seine, effectivement. Voilà. On est Nord-Seine. Alors, si on parle Nord-Seine, le potentiel est là. On est sur un potentiel de bonne à très bonne récolte. On avait cru comprendre. Maintenant, si la météorologie des 3 prochaines semaines est catastrophique, ça change la donne. Mais pour l'instant, on est sur une bonne récolte. Ok, très clair. Donc là, pour le coup, le moral est bon. Des agriculteurs, il y a toujours des difficultés quand même, parce que quand on dit bonne moisson avec un potentiel important, n'oublions pas qu'on est quand même, on produit beaucoup de blé en France. On produit beaucoup de blé de qualité. Qui dit blé de qualité dit blé avec des protéines. Donc ça veut dire que pour faire de la protéine dans les grains, il faut mettre de l'azote, il faut nourrir le sol. Il faut des engrais. En fait. Il faut des engrais, que ce soit organique ou peu importe, mais il faut des engrais. Et dernièrement, le soleil qu'on connaît aujourd'hui nous arrange parce que dernièrement, avec la climatologie un peu négative qu'on a eue jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, avec beaucoup de pluie, les agriculteurs ne pouvaient pas rentrer dans les champs. Donc pas de... parce que les champs étaient inondés en fait. Non, parce que les champs, non, sans être inondés, la structure de la terre ne permettait pas aux tracteurs de rentrer dans les champs. Ça risquait d'abîmer les cultures en fait. Trop boueux, voilà. Donc ça risquait d'abîmer les cultures et donc dans ces cas-là, l'agriculteur ne s'aventure pas dans son champ. Donc là, la climatologie nous est favorable. Aujourd'hui, ils peuvent faire ces traitements, ils peuvent mettre de l'engrais, ils peuvent donc potentiellement, on est sur une bonne récolte. D'accord. Donc le corollaire de la chose, c'est que qui dit bonne récolte, alors c'est pas la France qui fait le marché mondial, mais cette situation, elle est un peu globale de partout. Le corollaire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, effondrement des prix. On est passé de 350 € en blé à peu près 200 € aujourd'hui. Donc, et on a même vu que ça pouvait tomber à 180, 170. Voilà. Techniquement, potentiellement. Encore une fois, il y a 3 semaines, la Russie, l'État russe interdisait à ses exportateurs d'exporter du blé à moins de 275 $. Force est de constater que ça n'a pas forcément été respecté. Et aujourd'hui, les marchés ils se traitent de manière inférieure. Donc, oui, ça peut perdre encore 20, 30 €. Je ne sais rien. Ouais, vous pensez. Ouais, c'est ça. Personne n'en a. Est-ce que vous pouvez me dire si demain l'euro-dollar sera à 1 ou à 1,20 ? Non.
Bon, bah, voilà, Très donc, clairement non. Par contre, il y a des indices qui peuvent laisser Alors, supposer que les le mouvement indices- actuellement en place pourrait se poursuivre ou non. Vous commencez effectivement à répondre à ma question et c'est très bien. Ouais, donc effectivement, on observe depuis mi-2023 une détente sur les prix des matières premières agricoles et notamment le blé, les grains. Ouais, donc vous l'expliquez par le fait que il y a un excédent en fait de production sur le marché. Oui. Quel autre comment est-ce qu'on peut l'expliquer autrement en fait finalement parce qu'on voit que la Chine s'est réouverte du coup potentiellement. Oui, la normalement, Chine cette s'est durée- réouverte, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la Russie exporte 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes, chose qu'ils n'exportaient pas il y a 10 ans. Donc on nous tient un petit peu en haleine avec le fameux corridor ukrainien. Oui, c'est ça, qui a été réouvert dernièrement. Oui, mais bon, voilà, à chaque fois, les marchés sont toujours suspendus à ce genre de choses-là. Mais encore une fois, bien sûr qu'il sera réouvert et réouvert. La Russie doit exporter 45 millions de tonnes, même s'ils en font à part du corridor, ils ont besoin de le faire. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu du tape à l'œil. D'accord, ouais, c'est ça, c'est les marchés qui aiment se faire peur, mais en réalité, voilà. donc ça veut dire ce que les vous. marchés ont horreur des incertitudes. Exactement. Et ils aiment bien se faire peur. Donc, ce que et vous- avec Monsieur Poutine aux commandes de son État, on a de quoi se faire peur. Enfin, il y a, Oui, il y a très clairement un risque en tout il y cas. a des incertitudes. Il y a des incertitudes, Et ça, exactement. les c'est le bon marchés terme. n'aiment pas traitent des incertitudes. Du et coup, là, aujourd'hui, potentiellement. pour répondre à votre question, je m'excuse, hein, Non, je vous en les prie. marchés baissent parce que, bon, les marchés c'est triste à dire, hein, mais les marchés ont accepté, ont validé et se sont habitués au fait qu'il y ait ce conflit en Ukraine. Les forces en présence se sont établies, il y a le corridor, il y a, ne serait-ce que hormis le corridor, il y a énormément de céréales qui ont été exportées par voie terrestre Par le train, beaucoup. par le train, camion, en Pologne, tous les pays limitrophes, ça pose notamment des problèmes de prix dans ces pays-là. Mais voilà, les marchés se sont habitués, et ce qui fait que même qu'on soit encore un conflit aux portes de l'Europe, les prix n'ont fait que baisser, quoi. Exactement. Les prix nous Malheureusement, on s'habitue. On s'habitue, donc ça veut dire que ça va continuer. Selon vous, ça allait être ma question. Est-ce que vous pensez, pareil, vous n'avez pas de boule de cristal, personne n'en a, mais a priori, les conditions de marché sont plutôt réunies pour que les prix continuent, malheureusement. Hélas, malheureusement. Alors, parce que vous placez du côté des agriculteurs, Bien mais sûr. si on se place du côté du consommateur, maintenant qui voit effectivement, dont le pouvoir d'achat a été renié par cette inflation record sur les produits transformés issus des matières premières agricoles et notamment des grains, ce que vous nous dites, c'est que cette désinflation pourrait éventuellement se poursuivre. Est-ce qu'elle va être répercuté dans le prix des produits transformés selon vous? Est-ce que déjà c'est du fait des coopératives agricoles finalement, cette détermination du prix? Alors nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. C'est ça en fait. Aujourd'hui les prix les prix mondiaux sont décidés soit à Chicago, soit enfin il faut bien comprendre que l'agriculteur français n'est qu'un pion dans cette grande spirale mondiale. Le prix du blé mondial, où on parle du blé, où on pourrait parler du colza, du soja, etc. C'est pas chez nous que ça se décide. Ouais, bien sûr. Nous, on n'est que l'ultime maillon qui subit en fait les cours. C'est pas l'agriculteur français qui va dire je veux que mon blé soit vendu à tel. Non. Malgré les lois Egalim 1 et Egalim 2, soyons réalistes. L'agriculteur encore subit. Mais pourquoi est-ce que les coopératives agricoles se transforment pas en distributeurs? Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous distribuez pas vos produits finalement? C'est une question que j'aime poser aux coopératives agricoles parce que c'est vraiment je me le pose en fait. Mais c'est une vraie question que je me pose. parce qu'aujourd'hui on n'est pas structuré comme ça, il faut avoir des moyens financiers. Le ticket d'entrée doit être certainement important. Les coopératives agricoles ont les moyens financiers a priori. Mais détrompez-vous. Encore une fois, on n'est pas là pour. On n'est pas une entreprise classique, lambda. On n'est pas une entreprise classique lambda. On n'est pas là pour faire du résultat. On est là pour le résultat que l'on génère. Il est là pour être redistribué. Alors aux adhérents, aux associés. Et redistribué aux sociétaires, aux agriculteurs. C'est ça l'enjeu d'une coopérative. D'accord. Si il y a 100 ans, les agriculteurs se sont réunis en coopérative, c'est pour être plus forts ensemble. Ouais, c'est ça. C'est une mutualisation des compétences en fait. Exactement. Des moyens et des compétences. Mais justement, maintenant que vous avez cet effet d'expérience, vous parlez d'à peu près un siècle que les coopératives existent. Du coup, l'expérience existe. Vous savez vous organiser. Vous avez de vraies compétences. Pourquoi est-ce que vous distribuez? La grande distribution, c'est un partenaire obligé, en fait, en réalité, c'est ancré également. Alors, je vais prendre un exemple. On a commencé à le faire. On a créé des magasins, des gammes verts, des choses comme ça. InVivo, notre maison mère, a racheté déjà il y a quelques temps Jardiland. Voilà, avec le plan InVivo by 2030, avec les négociations qui sont à l'heure actuelle, donc je suis totalement étranger, donc j'en parlerai pas. Bien sûr. Avec Casino, etc. Et si vous voulez pas répondre à mes questions, vous le dites, parce qu'effectivement, je le dis, ça n'a pas
pas été préparées, c'est des questions que je vous ai pas envoyées du coup. Mais j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais nous, modeste coopérative de base, on n'a pas la possibilité de le faire. Le ticket d'entrée c'est trop important. Voilà. Mais par contre, la maison In Vivo, gérée par Thierry Blandinière, ont cette velléité, cette volonté justement d'englober l'ensemble de la chaîne et de se rapprocher de la distribution et d'être distributeurs par eux-mêmes, par des partenariats et autres. C'est peut-être ça la solution. Peut-être que c'est la solution, mais effectivement, les derniers mouvements de croissance externe réalisés par les coopératives se dirigent vers l'achat de marques. En fait, pour l'instant, les coopératives achètent des marques. Je crois que c'est les yaourts. Certains ont acheté une marque de... Alors encore une fois, là, c'est pas des coopératives céréalières. C'est pas céréalière, je peux pas m'engager. Mais oui, il y a peut-être... En tout cas, il y a eu un mouvement comme ça ces dernières années. Mais ça pourrait être une solution. De toute manière, quand dans toutes les études qui sont faites et qui ont été faites et qui seront faites encore, on se rend compte que la concentration de la marge est à la fin de la chaîne. La concentration de la marge n'est pas dans le maillon... du côté de l'agriculteur. Non, c'est sûr. Donc c'est sûr qu'il y a une réflexion qui doit être menée et ce que mène Vivo aujourd'hui, comment capter cette marge qui est dans le maillon final. Voilà, donc alors après, pour répondre à votre question, parce que vous m'avez posé une question par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs, etc. La désinflation observée sur les marchés financiers. La logique, elle est claire. On est passé d'un prix de blé de 350 à blé tendre à 200. Donc ça veut dire que ou en blé dur, c'est la même chose. En colza, c'est pareil. On est passé de 1000 € à quasiment 450 €. Donc automatiquement, le consommateur français doit s'attendre à une diminution des prix dans les magasins, supermarchés ou quel que soit dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas les négociations qu'il y a à l'heure actuelle entre les grandes distributions et les industriels, mais la logique veut que... Normalement, ça se répercute sur le pouvoir d'achat enfin, ça ferait augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Tout du moins, ça devrait faire baisser les prix à la consommation. Tout à fait. Ouais, ok, très clair. Merci Laurent Vittos. Une dernière question, celle-là préparée. Est-ce que le phénomène El Niño, qui commence à prendre de l'ampleur et qui évidemment va impacter les cultures du sud de l'hémisphère, est-ce qu'on en parle dans le nord de l'hémisphère et notamment au nord de la Seine? Est-ce que c'est un sujet ou pas en fait en réalité? Alors c'est peut-être un sujet de journaliste ou d'expert ou autre, mais alors, très sincèrement, El Niño, moi ça fait 30 ans que je suis dans la profession. Ça fait 30 ans, et j'ai travaillé pour des groupes américains, ça fait 30 ans que dans la profession on me parle d'El Niño. Avec le El Niño et son pendant c'est La Niña. Voilà. Donc El Niño dans le sud. La Niña dans le nord. Très sincèrement, je suis un petit peu dubitatif sur ce phénomène-là. Il existe. C'est clair qu'il existe. Maintenant, c'est un problème de statistique. Et c'est un problème statistique, c'est-à-dire que quelle est la force d'El Niño? C'est comme là, il faut être mathématicien. Parce que si vous avez une probabilité que El Niño se développe à 60%, ça ne veut rien dire. Si El Niño a une probabilité de se mettre en place dans l'hémisphère sud à 95%, là pour un mathématicien, là ça veut dire que la probabilité est énorme. Et là on connaît la probabilité de mise en place d'El Niño. A priori tout le monde dit qu'il est en train d'arriver. Très sincèrement et très humblement, je ne suis pas à même de dire si encore c'est... Il faut toujours trouver quelque chose. C'est l'euro-dollar, l'El Niño... Le corridor de la mer Noire... Vous avez tout compris. Ouais, c'est ça effectivement. Mais en tout cas, les vrais spécialistes de la climatologie au niveau mondial se rendent compte qu'il y a des phénomènes de plus en plus probants entre l'hémisphère sud, les courants chauds, marins, etc. Et dans les 3-4 dernières années, la climatologie et l'humidité dans l'hémisphère sud a été peut-être plus importante qu'à d'habitude. Donc il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je ne suis pas à même de vous dire si ça, oui, a priori, vous pensez plutôt que non. On verra effectivement, de toute façon, c'est encore une fois des prévisions. Merci beaucoup Laurent Vittos d'avoir été avec nous ce matin. Merci vraiment à vous de toutes vos réponses, de vos explications et de votre transparence sur des questions qui parfois ne vous ont pas été envoyées. Je vous remercie. Merci à vous de donner la parole aux agriculteurs. J'espère pouvoir vous réécouter encore prochainement et pouvoir avoir accès justement à ces agriculteurs. Et on croise les doigts. Merci beaucoup Laurent Vittos, directeur général de la coopérative Val France. Nous, cette édition est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du magazine de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place de la bourse.fr. Très bonne journée sur TV Finance.